Certaines motos sont devenues légendaires, d'autres, pour de bien mauvaises raisons. D'accord, toutes les motos ne peuvent pas être des chefs-d'œuvre, mais certaines sont tellement ratées, trop chères, peu fiables ou carrément inutiles, qu'elles ne sont achetées que par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, on va parler des pires d'entre elles, les modèles qui ont fait soupirer les motards expérimentés. Voici les motos que seules les personnes naïves achètent. Première sur la liste, la Harley-Davidson Street 500-750e, la fausse expérience Harley. Si vous avez toujours rêvé de dépenser votre argent dans une Harley qui n'en est pas vraiment une, alors ces modèles sont faits pour vous. Harley a voulu jouer un tour à tout le monde, en les présentant comme des motos d'entrée de gamme pour débutants. Mais la réalité, c'est qu'elles sont lentes, mal construites, et ne procurent même pas les sensations d'une vraie Harley. Le moteur est faiblard. Un bicylindre en V de 500 ou 750 cm3 devrait être amusant, mais Harley a réussi à le rendre sans vie. Ces motos n'ont ni le couple ni le grondement caractéristique de la marque, et la puissance est aussi excitante qu'une séance de séchage de peinture. Quant à la qualité de fabrication, tout fait cheap. Les commandes semblent fragiles, la suspension est risible, et le design général respire le bas de gamme. Ce n'est pas la moto que vous allez garer fièrement lors d'un rassemblement de bikers. C'est celle que vous planquez derrière une benne pour éviter qu'on la voie. Et parlons de la revente. Une Harley est censée bien garder sa valeur, pas celle-ci. Ces modèles perdent leur prix plus vite qu'un ballon de plomb. Vous l'achetez 7 500 $ neuve, et 2 ans plus tard, vous aurez de la chance si vous la revendez à moitié prix. Même les fans les plus fidèles de la marque ne respectent pas les Street 500 et 750. Si vous voulez vivre la vraie expérience Harley, économisez pour une véritable Sportster ou une Softail d'occasion. Parce que si vous arrivez sur l'une de ces streets, personne ne vous prendra pour un vrai motard Harley. Passons maintenant au numéro 2. La Honda DN01, le scooter qui se prend pour une moto. Honda a fabriqué certaines des motos les plus mythiques de l'histoire, mais aussi quelques-unes des plus déroutantes, et la DN01 en est probablement le pire exemple. C'est une véritable crise d'identité à deux roues. Honda a voulu mélanger un scooter, une custom et une sportive, et le résultat, c'est une machine lourde, chère et terriblement maladroite. Côté performance, ou plutôt absence de performance, la DN01 embarque un bicylindre en V de 680 cm3, mais ne vous emballez pas, il est réglé pour l'ennui total. Elle développe environ 60 chevaux, mais avec son poids excessif et sa transmission CVT, on a l'impression de conduire une tondeuse à gazon. Vous avez bien lu, une transmission CVT, la même qu'on trouve sur les scooters. Au lieu de passer les vitesses et de sentir la route, on tourne simplement la poignée, et on attend que quelque chose se passe. Et le pire, c'est le prix. Honda vendait cette chose autour de 15 000 $ à sa sortie. 15 000 $ pour un maxi-scooter déguisé en moto. À ce tarif, on pouvait acheter une vraie routière sportive, un cruiser authentique ou même une moto de sport neuve. Et le résultat, c'est que personne n'en a voulu. Même les fans de Honda ont refusé de l'acheter. Aujourd'hui, ces modèles ne valent quasiment plus rien sur le marché de l'occasion. Donc si un jour vous tombez sur une DN01 en vente et que vous vous dites tiens c'est original, faites-vous une faveur, passez votre chemin. Numéro 3, la Suzuki Hayabusa, mais pour de mauvaises raisons. Avant que vous ne paniquiez, précisons une chose. La Suzuki Hayabusa n'est pas une mauvaise moto, c'est même l'une des plus grandes jamais construites. Mais voilà le problème. C'est aussi l'une des motos les plus mal comprises et mal utilisées au monde. Certains motards achètent une Hayabusa, simplement parce qu'ils pensent que c'est une grosse sportive rapide. Ils voient le moteur de 1300 cm3, entendent dire qu'elle fut autrefois la moto de série la plus rapide du monde, et s'imaginent qu'ils montent sur une fusée à deux roues, jusqu'à ce qu'ils finissent par se planter. La Hayabusa n'a jamais été conçue pour les débutants. C'est une hyperbike, c'est-à-dire une moto faite pour le tourisme à très haute vitesse, pas pour les départs sauvages en ligne droite. Mais cela n'empêche pas certains d'y ajouter un kit d'allongement du bras oscillant, un pneu arrière de 300 mm, et d'en faire un symbole de frime. Résultat, ils détruisent totalement la tenue de route, et transforment une moto d'exception en machine lourde et instable. Et puis, il y a l'ego. La Hayabusa attire un certain type de motard, celui qui pense que la puissance compense le manque de technique. Ils se vantent de leur vitesse de pointe, mais ne savent pas réellement exploiter la moto. Si vous achetez une Hayabusa pour les bonnes raisons, le voyage rapide sur longue distance ou parce que vous appréciez vraiment son ingénierie, parfait. Mais si vous la prenez juste pour avoir l'air cool et frimer avec ses 1300 cm3, autant commencer dès maintenant à prévoir votre budget pour l'hôpital. Numéro 4. La Ducati 749, la Ducati économique qui n'en valait pas la peine. Il existe un type de motard qui rêve absolument de posséder une Ducati, mais qui n'a pas les moyens d'en acheter une vraie. C'est ainsi qu'on a vu apparaître des modèles comme la Ducati 749, présentée comme une version plus petite et plus abordable de la légendaire 999. Sauf qu'en réalité, ce N n'était rien de tout ça. La 749 a été une énorme déception. Le modèle précédent, la 748, était déjà difficile à vendre, mais au moins elle avait ce charme typiquement Ducati. La 749, elle, était plus lourde, moins performante et plus chère que ses concurrentes. Commençons par le moteur.
Un bicylindre en L de 749 cm3 développant environ 100 chevaux, sur le papier, ça paraît correct. Mais en pratique, cette moto N était pas agréable à conduire. Elle avait du couple, certes, mais restait molle et bridée dans les tours, donnant sans cesse l'impression de retenir sa puissance. Côté fiabilité, ou plutôt absence de fiabilité, C était un cauchemar. Les Ducati ne sont déjà pas connus pour être bon marché à entretenir. Mais la 749 battait des records d'irritation. Les pièces coûtaient une fortune, le réglage des soupapes relevait du supplice, et en cas de panne, inutile d'espérer une réparation à petit prix. Même les fans de la marque ne l'ont jamais vraiment adoptée. Contrairement à la 999, devenue culte, la 749 donnait juste l'impression d'avoir été conçue à la va-vite. Aujourd'hui, on en trouve à des prix dérisoires sur le marché de l'occasion, et ce n'est pas un hasard. Personne n'en veut. Si vous tenez absolument à posséder une Ducati, prenez-en une qui en vaut la peine. Mais si vous lorgnez sur une 749, sachez que vous achetez surtout des ennuis, pas une bonne affaire. Numéro 5, la Yamaha R3, la moto de course qui n'en est pas une. Certains ne comprennent pas. Ils voient R dans le nom et croient qu'il s'agit d'une petite superbike. Ce n'est pas le cas. La R3 est une moto d'entrée de gamme, équipée d'un bicylindre pensé pour les débutants, et il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est quand des motards inexpérimentés l'achètent en s'attendant à une bête de compétition. Avec son moteur de 321 cm3 et ses 42 chevaux, la R3 n'est ni rapide, ni puissante, ni conçue pour les pilotes aguerris. Elle est parfaite pour apprendre, mais si vous savez déjà rouler, vous vous en lasserez en quelques mois. Et c'est là que ça devient ridicule. Certains essayent de la transformer en moto de course. Ils ajoutent des podés, échappements racing, des carénages de compétition, voire une reprogrammation moteur, croyant débloquer une puissance cachée. Spoiler, ça n'arrivera pas. Peu importe ce que vous changez, cela restera un petit bicylindre limité à environ 180 km/h. Ce n'est pas une moto de course, et ça ne le sera jamais. Si vous débutez, la R3 est une excellente première moto. Facile à prendre en main, légère et rassurante. Mais si vous savez déjà rouler et que vous l'achetez en pensant piloter une super sport, félicitations. Vous venez simplement d'acheter un scooter très cher. Numéro 6, la Harley-Davidson Livewire, ou la bourde à 20 000 $. Harley-Davidson a voulu regarder vers l'avenir et s'est dit « Allons vers l'électrique ». Sur le principe, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais fidèle à elle-même, la marque a complètement mal compris le marché et a sorti une moto hors de prix que personne ne voulait. Voici donc la Harley-Davidson Livewire, une moto électrique vendue autour de 20 000 $, avec une autonomie à peine suffisante pour aller faire ses courses et revenir. Parlons justement de cette autonomie. Une charge complète permet environ 160 à 190 km en conditions idéales, mais dans la vraie vie, c'est souvent moins. Et si vous exploitez vraiment le couple instantané du moteur électrique, ce qui est un peu le but, vous aurez de la chance si vous dépassez les 130 km avant de devoir chercher une borne. Et là, bon courage, car la recharge prend une éternité. Sans chargeur rapide en courant continu, vous devrez patienter des heures avant de reprendre la route. C'est acceptable pour un petit scooter urbain. Mais pour une moto électrique haut de gamme, censée incarner le futur du cruising, c'est ridicule. Et le prix n'arrange rien. Harley a décidé de la vendre plus de 20 000 $, soit plus du double du prix d'une 0 SRF, une concurrente qui fait tout mieux pour bien moins cher. Résultat, un fiasco total. Les ventes ont été catastrophiques, au point que Harley a dû créer une filiale séparée, baptisée Livewire, juste pour sauver les apparences. Si vous voulez vraiment une moto électrique, achetez-en une qui ait du sens. Parce que la Livewire, c'est littéralement la définition d'une erreur coûteuse. Numéro 7, la Kawasaki Ninja 650, la sportive qui n'en est pas une. Si vous êtes un nouveau motard à la recherche d'une moto de moyenne cylindrée, confortable et fiable, la Ninja 650 est un excellent choix. Le problème, c'est quand des motards mal informés l'achètent en croyant acquérir une vraie sportive. Soyons clairs, la Ninja 650 n'est pas une moto de sport. Elle en a seulement l'apparence. Kawasaki lui a collé des carénages, ajouté le nom Ninja, et du coup tous les débutants s'imaginent qu'ils ont une super sport prête pour le circuit. En réalité, sous son plastique, ce n'est qu'une moto utilitaire dotée d'un bicylindre parallèle de 649 cm3, développant environ 67 chevaux. La Ninja 650 est légère, facile à conduire et parfaite pour la route, mais elle n'a ni la puissance, ni la précision de conduite, ni les performances au régime d'une véritable supersport. Pourtant, certains s'obstinent à la préparer pour la piste. Podé, échappement racing, reprogrammation moteur, suspension modifiée. Tout ça pour la transformer en tueuse de R6. La vérité, c'est qu'il se berce d'illusions. La Ninja 650 a une suspension souple, une position de conduite détendue et un moteur conçu pour le couple bas et moyen régime, pas pour la performance sur circuit. Peu importe les modifications, elle ne deviendra jamais une vraie sportive. Si vous cherchez une moto polyvalente,
agréable et accessible, la Ninja 650 est parfaite. Mais si vous la prenez pour un monstre de piste, attendez-vous à une grosse déception. Numéro 8, la BMW R1200C, le cruiser qui n'aurait jamais dû exister. BMW fabrique certaines des meilleures motos au monde, mais parfois, la marque S égare dans des expériences étranges. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la R1200C. C était la tentative de BMW de créer un cruiser, et disons-le franchement, ce fut un échec monumental. La R1200C était lente, laide, inconfortable et beaucoup trop chère. C était la réponse de BMW à Harley-Davidson, mais au lieu de construire un vrai cruiser avec un moteur en V, la marque a choisi de garder son fameux moteur boxer. Et soyons honnêtes, un gros cruiser avec un moteur flat twin, ça n'a tout simplement pas la bonne sensation. Avec ses 1170 cm3, on pourrait s'attendre à de bonnes performances, mais la moto ne produisait qu'à peine 61 chevaux. À titre de comparaison, une Harley Sportster 883 d'entrée de gamme offrait des chiffres similaires, mais avec un couple bien mieux géré. Et ce n'était pas seulement un manque de puissance. La R1200C était aussi incroyablement lourde, plus de 250 kg, et se manœuvrait comme un camion-benz sur deux roues. Malgré ça, BMW a osé la vendre au prix fort, comme un cruiser haut de gamme. Résultat, un échec total. La moto n'a tenu que quelques années avant que BMW ne mette fin au projet, réalisant que personne ne voulait vraiment d'un cruiser bavarois. Aujourd'hui, on croise encore quelques collectionneurs rêveurs essayant de convaincre les gens que c'est un bijou caché. Ce ne l'est pas. Si vous voulez un vrai cruiser, tournez-vous vers une Harley, une Indian ou même un modèle japonais. Parce que la R1200C reste sans doute la plus grosse erreur que BMW ait jamais commise. Numéro 9, la Honda NM4, le scooter de Batman que personne n'avait demandé. Si Batman avait eu besoin d'un scooter, c'est probablement celui-là qu'il aurait choisi. Mais soyons honnêtes, même lui aurait fini par le détester. La Honda NM4 est ce qui arrive quand les designers de Honda vont trop loin. Ils voulaient créer un cruiser futuriste inspiré des animés japonais. Mais ils ont fini par produire un scooter recouvert de plastique avec un prix délirant. À première vue, la moto semble agressive et high-tech. Mais une fois en selle, on se rend vite compte qu'il ne s'agit que d'un scooter encombrant, qui essaye trop fort de se donner une attitude. Commençons par le moteur. Un bicylindre parallèle de 670 cm3 développant moins de 50 chevaux. On est clairement dans la catégorie scooter. Et comme un scooter, il est équipé d'une transmission automatique. Oui, vous avez bien entendu. Pas d'embrayage, pas de vitesse à passer, on tourne la poignée, et c'est tout. Rien de mal à cela si vous cherchez un véhicule de ville. Mais quand Honda tente de vendre cette machine comme un cruiser futuriste, ça ne passe pas. Et que dire du prix? La NM4 était vendue aux alentours de 11 000 $ à sa sortie. Plus cher que certaines vraies motos de tourisme, cruiser ou sportives. Toutes bien plus performantes, pratiques et valorisantes. Même les fans les plus fidèles de Honda n'ont pas défendu cette aberration. C'est le genre de moto qu'on achète pour se faire remarquer, pas pour le plaisir de conduire. Si vous voulez un vrai cruiser Honda, prenez une Shadow ou une Rebel. Mais si vous arrivez sur une NM4, préparez-vous à devenir la risée du parking. Numéro 10, la Big Dog K9, le chopper que personne ne veut. Big Dog Motorcycles, cette marque qui a tenté de relancer la mode des choppers et qui a fini par vendre des engins hors de prix, peu fiables et destinés à flatter l'ego. La K9 en est l'exemple parfait. Un chopper au look impressionnant dans un garage, mais un véritable cauchemar sur la route. Côté moteur, elle embarque un V-Twin SCS de 1800 cm3. Sur le papier, ça en impose. Mais dans les faits, il vibre comme un marteau-piqueur et fuit l'huile comme une Harley des années 70. Quant à la tenue de route, ou plutôt son absence, c'est un désastre. Avec son pneu arrière de 300 mm et son angle de fourche exagérément long, la moto se conduit comme un bus scolaire avec une roue tordue. Et parlons du confort, ou plutôt de son absence totale. La K9 impose une position de conduite allongée, une selle aussi fine qu'une feuille de papier, et une suspension qui pourrait tout aussi bien ne pas exister. Faites plus de 30 minutes dessus, et vous aurez besoin d'un ostéopathe et d'une boîte d'aspirine. Et le prix? À sa sortie, la Big Dog K9 coûtait plus de 30 000 $. Pour ce montant, vous pouviez vous offrir une Harley Road Glide, une Indian flambant neuve, voire une Ducati. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, personne n'en veut. Essayez de vendre une K9 d'occasion, et vous verrez à quelle vitesse les acheteurs éclatent de rire en voyant votre prix. Si vous voulez un vrai chopper, construisez-le vous-même. Mais acheter un custom produit en série, c'est juste jeter votre argent par la fenêtre. Numéro 11. La Royal Enfield Himalayan, la moto d'aventure qui n'aime pas l'aventure. Il y a quelque chose d'ironique dans une moto censée affronter les grands espaces, mais qui peine à encaisser une simple piste de gravier. Voici donc la Royal Enfield Himalayan, une moto qui a tout d'une aventurière sur le papier, mais qui, sur la route, se comporte comme un tracteur mal vissé. Son moteur? Un monocylindre de 411 cm3 développant 24 chevaux. Vous avez bien lu,
24 chevaux pour une moto d'aventure. Autant dire la puissance d'une tondeuse nerveuse. Si vous espérez rouler confortablement à 110 km/h, oubliez ça. Elle a du mal à les atteindre. Et quand elle y parvient, les vibrations vous feront trembler les dents. Et côté qualité de fabrication, Royal Enfield a beau avoir progressé, la Himalayan reste truffée de problèmes. Les propriétaires signalent des soucis électriques, de la rouille sur le cadre, des fuites d'huile et même des soudures fissurées. Tout ce qu'on ne veut surtout pas découvrir au milieu de nulle part. Pourtant, certains achètent cette moto en pensant acquérir une alternative économique à la BMW GS. Spoiler, ce n'est pas le cas. La Himalayan n'est pas totalement inutile. Elle convient pour des balades tranquilles en tout terrain, à condition d'accepter de la réparer régulièrement. Mais si vous cherchez une vraie moto d'aventure fiable, mieux vaut investir dans un trail japonais d'occasion. Ce sera plus robuste, plus performant et bien moins stressant. Numéro 12. La MV Agusta F4. La superbike qui n'a de superbe que le look. Si les motos étaient jugées uniquement sur leur apparence, la MV Agusta F4 serait un chef-d'œuvre. C'est l'une des plus belles sportives jamais conçues. Mais voilà, une moto n'est pas une œuvre d'art à exposer dans un garage, elle est faite pour rouler. Et si vous essayez réellement de vivre avec une F4 au quotidien, vous allez le regretter très vite. D'abord, la fiabilité est catastrophique. MV Agusta est tristement célèbre pour ses problèmes électroniques, ses systèmes de charge défaillants et ses moteurs capables de s'autodétruire sans prévenir. Ensuite, il y a l'entretien. Faire réviser une F4 coûte plus cher que d'acheter une sportive japonaise d'occasion. Un simple réglage de soupape se chiffre en milliers d'euros, et les pièces détachées sont rares et hors de prix. Quant au confort, il est inexistant. La position de conduite est une torture. Guidon ultra bas, repose-pied trop haut, et après 30 minutes, vos poignets et vos genoux crient grâce. Pourtant, certains continuent de l'acheter, persuadés d'avoir trouvé la Ferrari des motos. La vérité, c'est que si vous voulez une vraie superbike performante, achetez une japonaise et épargnez-vous les migraines. Posséder une MV Agusta, c'est comme sortir avec un mannequin qui vide votre compte en banque et met le feu à votre maison. Qu'on soit clair, certaines de ces motos ont leur utilité, mais si vous les achetez pour de mauvaises raisons, ou pire, parce que vous croyez au marketing, il serait peut-être temps de revoir vos priorités. Et vous, qu'en pensez-vous? Ai-je critiqué une moto que vous possédez? Ou en ai-je oublié une qui méritait être dans la liste? Partagez votre avis en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres analyses de ce genre arrivent bientôt. Roulez intelligemment, évitez les achats stupides, et gardez les pneus du bon côté de la route.